Imaginez un monde où vous ne pouvez pas voir avec vos yeux. Imaginez un monde où vous ne pouvez voir qu'avec un radar. Imaginez un monde où votre sommeil est rationné. Ce monde, c'est celui de Heinz Wolfgang Schnofer. Heinz Wolfgang Schnofer naît en 1902 sous la République de Weimar de l'état du Wurtemberg, dans la petite ville de Kohl. Fils de viticulteur, dès son enfance, il affirme très vite sa volonté de rejoindre une organisation à caractère militaire. Mais sous la République de Weimar et à cause du traité de Versailles, ses ambitions militaires sont quelque peu limitées. L'Allemagne ne pouvait développer qu'une petite armée ainsi qu'une petite marine et ne pouvait développer une armée de l'air. Heureusement pour lui, en 1963, l'arrivée d'un petit moustachu va changer la donne politique du pays. Dès ses premiers jours au poste de chancelier, Adolf Hitler n'a jamais caché sa volonté de recréer la grande armée allemande ainsi que ses ambitions de conquête, que ce soit à l'ouest mais surtout à l'est. En 1963, il rejoint l'organisation des Deutsche Jungvolk ou jeunesse allemande qui furent plus tard convertis en Hitlerjugend ou jeunesse hitlérienne. Puis il entre dans l'Institut national d'éducation dont l'objectif était de former une nouvelle génération de dirigeants politiques, administratifs ou militaires. Durant ses études, Schnofer se distinguait comme un très bon élève, studieux et terminant premier de sa classe chaque année. En 1939, il termine ses études et obtient à la BIR l'équivalent du bac en français, l'insigne bronze de performance des Hitlerjugend, ainsi qu'une licence B pour piloter des planeurs. Il est même à être l'un des deux seuls à être affecté à la Napoléon de Potsdam où il apprend à piloter ses pré-planeurs, comme le DFS RG-38 Schugler ou encore le Biplas Göppingen Go-4. Le 1er septembre 1939, Hitler attaque la Pologne. Lors d'une offensive aussi rapide qu'efficace, la Seconde Guerre mondiale commence. Pour notre petit Wurtembergeois, c'est le 11 novembre 1939 qu'il rejoint la Luftwaffe et commence sa formation militaire de base au Flieger Ausbildungsregiment 42, soit le 42e régiment d'entraînement au pilotage à Savitzel. En 1940, dans le cadre de sa formation de pilote, il apprend à piloter différents modèles d'appareils d'entraînement comme le Focke-Wulf Model 44, 56 et 58, ainsi que les Heinkel 72, 41 et 51. Il fréquente ensuite la Flugzeugführerschule ou école de pilotage avancé à la Unewitz et l'école de pilotage pour aveugles, la Blindflugschule à Neubourg, qui lui permet de piloter des avions bimoteurs. La dernière étape de sa formation est 10 semaines à la Zesterorschule, où école de destroyer, il apprend à piloter le chasseur lourd BS-110, l'appareil nécessitant un deuxième membre d'équipage pour faire office d'opérateur radio. Friedrich Rumpelhardt fut sélectionné par Wolfgang suite à l'incapacité de l'opérateur radio précédent à supporter les contraintes. Schnofer testa mutuellement la capacité de Rumpelhardt à faire face à l'acrobatie aérienne avant de faire équipe avec lui. Suite à la fin de leur formation, ils se portèrent volontaires pour opérer dans la Nachtiag ou chasse de nuit pour défendre l'offensive aérienne croissante du Bomber Command contre les villes allemandes. Ainsi, à l'âge de 19 ans, le jeune Heinz Wolfgang Schnofer commence sa carrière en novembre 1941, soit au milieu de l'opération Typhoon. Schnofer est affecté au deuxième groupe E de la Nachtiag-Geschwader 1, soit le deuxième groupe de la première escadre de chasse de nuit, alors basée à Stade près de Hambourg. Le 11 janvier 1942, cette unité fut transférée à Saint-Trond en Belgique. L'appareil sur lequel notre Wurtembergeois fait ses débuts est le BF-110E2. La machine dont il dispose est loin d'avoir les mêmes lettres de noblesse que son petit frère le 109, malgré qu'il soit conçu par la même entreprise que ce dernier. Prometteur sur le papier et à ses débuts, lors des campagnes de Pologne, de Norvège et de France, les limites du BF-110 exploseront lors de la bataille d'Angleterre où il souffre de manque d'agilité et de vitesse, le rendant incapable de se battre contre les Spitfire ou les Hurricanes. Il faudra attendre la campagne des Balkans et surtout la campagne d'Afrique du Nord et l'opération Barbarossa, où ces régions permettent de valoriser le rayon d'action ainsi que la puissance de feu. Avec l'augmentation de l'offensive du Bomber Command fin 1941, cela crée une nouvelle importance pour le BF-110 car le Luftwaffe a besoin d'un appareil capable d'emporter des radars et l'opérateur qui va avec et qui dispose d'une grande puissance de feu pour abattre les quadrimoteurs. À l'hiver 1941, les premières missions de Wolfgang commencent. Dans la nuit du 30 mai 1942, 1000 bombardiers atteignent la ville de Cologne. Schnofer ne participe pas directement à la défense de la ville. Sa première victoire arrivera en juin 1942 lors du second raid sur Cologne, guidé par un radar de la ligne Camembert. Il revendique sa première victoire de la nuit du 1er au 2 juin 1942 contre Halifax. Plus tard, vers 15h, il repère que l'autre cible. Schnofer lance deux attaques infructueuses. Au cours de la troisième attaque, il se rapproche à 20 mètres de leur proie.
Son appareil est touché par des tirs défensifs, il est touché au mollet gauche, le moteur bâbord brûle, les câbles de commande sont sectionnés. Il arrive à ramener son appareil de justesse à son aéroport, mais ceci n'est pas sans séquelles car il passera 2 mois à l'hôpital. Suite à l'obtention de cette victoire, il reçoit lui et son opérateur radio la croix de fer seconde classe. Schumacher reçoit aussi l'insigne des BC 3ème classe. Après ses longs mois à l'hôpital, il remporte 3 autres victoires en une nuit en revendiquant la destruction de 2 Wellington et d'un Whitley Levy. Dans la nuit du 28 au 29 août, il devient un as en abattant son 5e avion. À la fin de l'année, son total des victoires s'élevait à 7 lorsqu'il abattit un Avro Lancaster en décembre 42, première victoire contre ce type d'appareil. L'année 42 fut une année charnière pour le Bomber Command, l'ajout de nouvelles technologies comme le radar de navigation GUI ou encore l'introduction de nouveaux appareils comme le Lancaster ou le Halifax, ainsi que l'augmentation du nombre d'appareils engagés et les changements de tactique ont permis une amélioration des résultats. Malheureusement, il ne pouvait compenser le taux de perte élevé qui s'accentuait même tournant autour des 5% et pouvait atteindre 10% lors des missions les plus risquées comme les raids sur des zones très défendues comme la Ruhr. Pour l'Allemagne, l'année 1943 s'ouvrait par la terrible gestion de la poche de Stalingrad ainsi que l'allongement de la guerre sur le front Est. À la mi-février, le pays entrait définitivement dans la guerre totale. Et c'est le ministre de la propagande, Goebbels, qui se charge de cette mobilisation générale, de toutes les énergies et de toutes les ressources. Pour ce qui est de Schnaufer, le deuxième groupe de la Nachrichtengeschwader 1 n'a pas participé à beaucoup d'actions au cours des premiers mois de 1943. Les Rosbifs se concentrant sur d'autres secteurs de l'économie allemande comme la ville d'Hambourg ou encore les champs pétrolifères de Ploesti. Ce n'est qu'à partir de la mi-mai que le Bomber Command reprit le bombardement sud de la Ruhr. Le 14 mai, à 2h14 du matin, Heinz retrouva le chemin de la victoire en abattant un Short Sterling. Au cours de ce même mois, il abattit un autre Short Sterling et un Halifax. Dans sa bonne enseigne du mois de mai, il revendiquait 5 autres bombardiers lors du mois de juin. L'été 1943 marqua un tournant pour l'unité de Schnaufer avec l'arrivée du tout nouveau BS-110 G4, une nouvelle version spécialement conçue pour la chasse de nuit, équipée de 2 canons M88 de 30 mm avec la possibilité d'ajouter 2 canons MG151 de 20 mm de cockpit, ainsi que 2 nouveaux canons MG151 en Rudol sous le fuselage en Rudolfsatze. Les améliorations du BS-110 n'est pas fini. Plus tard, au cours de l'année, fut ajouté un système de canons tirant à la verticale appelé Schrägmusik ou musique folle, exploitant l'une des faiblesses des bombardiers britanniques qui était l'absence de tourelle ventrale. Le G4 reçut aussi une modification au niveau de la disposition de l'équipage alors que l'ancienne version disposait d'un poste pilote et d'un poste de mitrailleur qui faisait office de poste radio. Ces deux derniers furent scindés en deux, ce qui faisait que désormais il y avait un poste radio qui faisait aussi office de poste radar ainsi qu'un poste pour mitrailleur. Ce dernier fut occupé par Wilhelm Gessler. La principale caractéristique qui faisait la force du BS-110 G4 était d'abord les radars testés sur quelques petites variantes du BS-110 comme la D3 ou la F4 que Wolfgang avait reçu en hiver 1942. La G4 fut la première version du BS-110 standard pour la chasse de nuit, équipée du radar Fungerad BC-202 et du Fungerad 212 Liechtenstein C1. Puis plus tard le Fungerad 220 Liechtenstein SN2. Avec ses performances de vol améliorées avec le tout nouveau DB651, même si c'était affecté par l'ajout de radar qui rajoutait de la traînée. Grâce à ces nouvelles améliorations, le BS-110 devint l'arme principale de la Warthog, se créant une solide réputation de tueur de la chasse de nuit au fil des mois. En juillet 1943, Schnaufer comptait 17 victoires, ce qui lui permet de passer au grade d'Oberleutnant. Au cours de ce même mois, il a battu deux autres appareils, un Wellington ainsi qu'un Sterling. Il reçoit à la fin de ce mois la Coupe de Feu ou la Ehrenpokal der Luftwaffe. Il fallait bien croire que 1943 était l'année décisive pour l'Allemagne, avec toutes les défaites militaires qui avaient eu lieu, que ce soit Kursk, le débarquement des Alliés en Italie, la défaite de Rommel en Afrique du Nord, et la perte d'initiative des U-boats dans l'Atlantique ou encore le début de la campagne de bombardement de l'USS AAF. L'Allemagne avait besoin de tous ses chasseurs et de tous ses meilleurs pilotes. D'ailleurs,
le SSAF et le Bomberkommando coopérèrent dans le pic du bombardement de la ville d'Hambourg. 23 juillet 1943, opération Gomorrhe. Première offensive aérienne majeure entre le Bomberkommando et l'USSAF, marquant aussi l'escalade technologique avec l'introduction des Windows, rendant caduque la procédure Himmelbett et les systèmes de radar allemands. Pour les anglo-saxons, ce raid fut un succès avec plus de 40 000 morts, ainsi qu'une sévère diminution des capacités de production des grandes usines locales ou des chantiers navaux, qui étaient principalement affectés à la production de U-boats pour l'entreprise Blohm & Voss. De leur côté, les Allemands réagirent avec de nouvelles tactiques comme le Windsor ou Sanglier sauvage inventé par Arjo Hermann, qui était une coopération entre les projecteurs et les chasseurs de nuit qui voyaient leur identification de type facilitée par les projecteurs qui éclairaient les bombardiers quadrimoteurs. Une autre tactique qui fut mise en place fut le Zemso, consistait à ce qu'un chasseur s'infiltre dans une formation de bombardier et qui diffuse des informations essentielles à son interception. Position, altitude, cap, vitesse. Avec l'arrivée du Bf-110 G4, l'expérience accumulée et sa coordination avec son équipage, Schnaufer explosa. En 6 mois, il descendit un total de 25 avions, dont 7 Halifax et 13 Lancaster, dont 3 en une seule nuit lors du 16 décembre 1943. Après 2 ans de guerre, Schnaufer s'affirmait comme un experton de la Nartiag. Cette montée en puissance n'était pas passée inaperçue auprès de l'Oberkommando der Luftwaffe. Alors qu'il avait reçu le 16 août 1943 la Croix allemande en or, le 31 décembre 1943, soit 2 jours après sa 42e victoire, il peut recevoir l'une des récompenses les plus courtisées par tous les soldats de toutes les branches de l'armée allemande, remise à moins de 5 centièmes de l'ensemble des soldats mobilisés sur l'ensemble de la guerre, la Croix de Chevalier de la Croix de Fer. Lors du mois de janvier 1944, il fait passer son compteur à 44 victoires en utilisant 2 Lancaster dans l'Arrow. La veille de son anniversaire, le 15 février 1944, il ajoute encore 2 victoires à son compteur, mais il est souffrant toute la journée de douleurs estomac et de retourner à son aérodrome. À minuit 14, son officier radio Rumpelhardt le félicita par interphone pour son anniversaire, et ses camarades firent de même lors de son retour à l'aérodrome avant de lui montrer la fête d'anniversaire qu'il lui avait préparée. Malheureusement, il est diagnostiqué d'une appendicite et ne peut revenir que le 19 mars 1944 suite à un séjour à l'hôpital et à un aggravement de sa blessure. Si Schnaufer reprit les commandes de cet appareil le 19 mars 1944, il fallut attendre le 22 pour qu'il retrouve le chemin de la victoire en utilisant un Lancaster puis 3 autres bombardiers le 25. Mais il n'avait pas fini là. Il semblait en cours d'une nouvelle ascension en affichant un mois d'avril monstrueux durant lequel il revendiquait 11 avions détruits, dont 4 en une seule journée. Malheureusement pour le Bomberkommando, son vol du 25 mai est un de ses chefs-d'œuvre, en devenant un as en une nuit, en abattant 4 Halifax et 1 Lancaster en seulement 19 minutes. Juste avant cette nuit, lors de ce mois de mai, il avait déjà battu 7 avions, ce qui fait qu'en seulement 2 mois, il avait déjà battu un total affolant de 24 avions, élevant son score total à 74 victoires. 7 jours après le débarquement en Normandie, il ajoute une nouvelle série de victoires en détruisant 4 Lancaster en une seule journée. Ainsi, avec 84 victoires à son actif le 24 juin 1944, il devient le 433e pilote de la Luftwaffe à recevoir les feuilles de chêne sur sa croix de chevalier. Le mois de juillet 1944 fut particulièrement intense pour la Luftwaffe, avec 5 victoires supplémentaires que Schnaufer vit les élèves ajouter à sa croix de chevalier. En cet été 1944, Schnaufer n'était pas le seul à être récompensé pour ses actions. Friedrich Rumpelhardt et Wilhelm Gessler furent eux aussi récompensés. Bien que les deux n'aient pas effectué toute leur mission avec Schnaufer, car pour Rumpelhardt, en 1943, il dut effectuer une formation d'officier et d'officier de transmission, pour ce qui est de Gessler, même s'il n'est arrivé que 2 ans après que Schnaufer ait commencé à voler. Pour leurs actes de bravoure, le 8 août 1944, les deux reçurent la croix de chevalier de la croix de fer, créant ainsi l'équipage du chevalier ou, en d'autres termes, l'équipage le plus décoré de la Luftwaffe. Hauptmann Schnaufer, der nach Oberstleutnant Lenk erfolgreichste deutsche Nachtjäger, wurde mit den Brillanten ausgezeichnet. Mit seinen Besatzungsmitgliedern, den Ritterkreuzträgern Leutnant Rumpelhardt und Oberfeldwebel Gensler, hat der erst 22-jährige Hauptmann über 100 Nachtjagdsiege unter den schwersten Bedingungen erkämpft. Malgré ces victoires, Schnaufer ne peut masquer le spectre de la défaite qui se rapproche de plus en plus pour l'Allemagne. En septembre 1944, suite à l'approche de Célie en Belgique, le 4e groupe de la Nartiag Fighter 1 se voit contraint de quitter la Belgique pour retourner en Allemagne. Malgré tout cela, Schnaufer continue d'accumuler victoires au point où le 9 septembre 1944, 2 jours après la mort d'Helmut Lenn, le meilleur chasseur de la chasse de nuit, il atteint le chiffre symbolique de sa victoire, le faisant officiellement passer dans un cercle très fermé, celui des Experton.
Le 16 octobre 1944, il reçut l'ajout le plus précieux du Reich, les diamants sur ses feuilles de chêne, des mains d'Adolf Hitler. Il entre dans un tout petit cercle composé de seulement 27 personnes durant la Seconde Guerre mondiale. Schnaufer fut ensuite nommé Geschwader Kommandeur ou commandant d'escadrille de la Nachtschaft Geschwader 4 le 20 novembre 1944. Il était le plus jeune Geschwader Kommandeur de la Luftwaffe à seulement 22 ans. Début 1945, il comptabilisait 106 victoires et en février, il est invité à Karen Hall. Göring posa le poste pour l'inspection de la chasse de jour, mais Schnaufer refusa, ne voulant pas effacer son ami Werner Streibl. Tout au cours de ce mois de février, la station de radar de propagande Sonderton Center Calais le félicita à l'occasion de son 20e anniversaire le 16 février 1945. Cette station lui décerna le titre honorifique de fantôme de Saint-Rode. Même si elle s'est sacrifiée et en partie fait désintégrer lors de l'opération Bodenplatte, la Luftwaffe avait encore des cartes à jouer et des pilotes très expérimentés, et Wolfgang en faisait partie. Le 21 février, 9 Lancaster eut le malheur de croiser sa route, et en seulement 17 minutes, ils furent tous abattus. Ceci fut la journée la plus prolifique de sa carrière. Wolfgang revendiquait ses 5 dernières victoires entre le 3 et le 5 mars 1945. Soucieux de préserver sa réputation, la Luftwaffe décidèrent de l'interdire de voler. Il assigna à des projets de test, notamment le Dornier 365. Malgré ces contraintes, ils décidèrent de désobéir et effectua son dernier vol le 9 avril 1945. Moins d'un mois plus tard, l'Allemagne capitulait, et ainsi s'achevait la carrière de l'un des plus grands pilotes de l'histoire de l'aviation militaire. Suite à la défaite de l'Allemagne, Schnaufer fut prisonnier de guerre par l'armée britannique dans le Schleswig-Holstein en mai 1945. Il est transféré en Angleterre pour un interrogatoire dans le cadre de l'influence sous méthamphétamine ou d'autres drogues stimulantes psychoactives qui introduisent des améliorations temporaires des fonctions mentales ou physiques. Il y eut ensuite d'autres interrogatoires avec des membres de la chasse de nuit. Fritz Schnaufer fut admis dans un hôpital de Flensburg, malade d'une combinaison de diphtérie et de scarlatine. Il fut libéré le 20 novembre 1945. Désireux de continuer sa carrière dans la Luftwaffe, Schnaufer dut reprendre une entreprise familiale qui, en temps de guerre, avait pratiquement cessé ses activités et la reprendre de zéro. Il réussit à nouveau à la faire prospérer, mais il ne perd pas de vue ses ambitions militaires. Il arrive à trouver des contacts pour un poste en Amérique du Sud, mais cela échoua. En juillet 1950, alors qu'il est en visite d'achat de vin en France, dans l'après-midi du 13 juillet, Heinz Wolfgang Schnaufer, au volant de sa Mercedes 170, est impliqué dans un accident lorsqu'il entre en collision avec un camion transportant des bonbonnes de gaz. Suite à un choc au crâne à cause de l'une d'entre elles, il devient inconscient, et ainsi, à 18h30, plus qu'un pilote, plus qu'une légende, plus qu'un experton, le fantôme de Saint-Rode s'éteint.